Vous prétendez gagner 200 000 $ mais vous vivez comme une millionnaire, a plaidé l'avocat de mon père au tribunal. C'est clairement frauduleux. Le juge a hoché la tête. J'ai répondu, entendu. Depuis la table de la défense, j'ai envoyé un texto à mon gestionnaire de fonds d'investissement, retirer tout le capital du cabinet d'avocats Morrison & Hay. Le téléphone de son avocat a commencé à vibrer. Je m'appelle Sophie Dubois et j'ai 32 ans. Au cours de la dernière décennie, j'ai mené ce que ma famille appelle un style de vie impossible avec ce qu'ils croient être un salaire modeste. Ils ont passé des années à se demander comment je pouvais me payer mon appartement terrasse, ma voiture de luxe, mes vacances à l'étranger. Ils ont chuchoté lors des réunions de famille. Ils ont fait des commentaires désobligeants pendant les fêtes. Et finalement, mon père a décidé de faire quelque chose. Il m'a poursuivi en justice, non pas pour un montant spécifique, ni pour une dette que je lui devais. Il m'a poursuivi en affirmant que je commettais une fraude, du blanchiment d'argent et des crimes financiers. Il voulait que le tribunal gèle mes avoirs, audite mes comptes et expose ce qu'il était convaincu être une activité illégale. Car dans son esprit, il n'y avait tout simplement aucun moyen que sa fille, qu'il voyait encore comme la jeune fille tranquille et sans ambition du lycée, puisse légitimement se permettre la vie que je menais. Ce que mon père ne savait pas, c'est que je ne vivais pas du tout au-dessus de mes moyens. Je vivais bien en deçà, très bien en deçà. En grandissant, j'étais la déception de la famille, non pas parce que j'étais une fauteuse de troubles ou une mauvaise élève. J'étais une déception parce que je n'étais pas ambitieuse de la manière que ma famille valorisait. Mon frère aîné, Marc, est allé à la faculté de droit. Ma sœur cadette, Juliette, est devenue médecin. Mon père dirigeait une entreprise prospère dans l'immobilier commercial. Moi, je me suis spécialisé en mathématiques pures, algèbre abstraite et théorie des nombres, topologie, des sujets qui faisaient que les yeux de mon père devenaient vitreux à table. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» demandait-il. « Enseigner au lycée, peut-être, » répondais-je. Il secouait la tête de dégoût. Quel potentiel gâché. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi d'analyste de données dans une entreprise technologique de taille moyenne. Salaire de départ, 60 000 €. Ma famille était peu impressionnée. Le salaire de départ de Juliette en tant qu'interne est plus élevé que ça, a souligné ma mère. Marc a gagné 110 000 € sa première année au cabinet, a ajouté papa. J'ai simplement hoché la tête. Je ne leur ai pas dit que j'avais négocié des actions dans le cadre de ma rémunération. Je ne leur ai pas dit que j'avais passé mes soirées et mes week-ends à développer des algorithmes propriétaires pour analyser les tendances du marché. Je ne leur ai rien dit parce que j'avais appris quelque chose d'important en grandissant dans ma famille, l'information était une munition. Tout ce que vous partagiez pouvait et serait utilisé contre vous. Tout succès serait minimisé. Tout échec serait magnifié. Alors, j'ai arrêté de partager. En l'espace de 2 ans, l'entreprise technologique pour laquelle je travaillais a été rachetée par une plus grande société. Mon portefeuille d'actions, dont ma famille ignorait l'existence, valait soudainement 3 millions d'euros. J'avais 24 ans. Je n'ai pas quitté mon emploi. Je n'ai pas acheté de manoir. J'ai investi prudemment, diversifié judicieusement et continué à travailler. J'ai déménagé dans un appartement plus agréable, pas extravagant, juste plus agréable. J'ai acheté une voiture fiable. J'ai vécu normalement, mais j'ai aussi lancé ma propre société d'investissement discrètement. Pas d'annonce, pas de carte de visite distribuée au dîner de famille, juste moi, mes algorithmes et un portefeuille croissant de clients qui appréciaient ce que la modélisation mathématique pouvait apporter aux prévisions de marché. À 28 ans, ma valeur nette personnelle avait dépassé les 14 millions d'euros. Ma société d'investissement gérait plus de 185 millions d'euros d'actifs pour des clients privés. J'avais été cité dans 2 revues financières sous un pseudonyme. J'avais pris la parole lors de 3 conférences internationales. Ma famille ne savait rien de tout cela. Pour eux, j'étais toujours Sophie, l'analyste de données qui gagnait, pas mal d'argent, mais rien d'impressionnant. Ils avaient cessé de me poser des questions sur mon travail des années auparavant. Quand j'essayais d'expliquer ce que je faisais, leurs yeux devenaient vitreux de la même manière que ceux de papa quand je parlais de mathématiques. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Le tournant est arrivé quand j'avais 29 ans. Un ancien professeur de mon master m'a contacté.
Ils conseillaient une start-up de technologie juridique et ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenait à la fois les algorithmes complexes et la modélisation financière. Serais-je intéressé par une mission de conseil? J'ai dit oui. Ce contrat de conseil s'est transformé en une participation au capital. La start-up, Solutions Juridiques Avancées, SJA, développait des outils basés sur l'intelligence artificielle pour les cabinets d'avocats afin d'analyser la jurisprudence, de prédire les issues des procès et d'optimiser les stratégies juridiques. C'était révolutionnaire. En 18 mois, nous avions des contrats avec 15 grands cabinets d'avocats à travers le pays. L'un de ces cabinets était Moreau et Associés, l'un des cabinets de contentieux les plus prestigieux de la Côte d'Azur. Il nous payait 3,9 millions d'euros par an pour l'accès à notre plateforme et nos services de conseil. Je détenais personnellement une participation de 30% dans SJA. L'entreprise était évaluée à 165 millions d'euros, mais je me présentais toujours au dîner de famille en jean et en pull. Je conduisais toujours une Audi de 4 ans. J'écoutais toujours mon père me faire la leçon sur la construction d'une vraie richesse et la nécessité de prendre sa carrière au sérieux. La fissure a commencé à apparaître lorsque j'ai acheté mon appartement terrasse à Paris. C'était un achat impulsif, honnêtement. Je vivais dans le même appartement de 2 chambres depuis 5 ans. Je voulais de l'espace. Je voulais une vue. Je voulais une maison qui me ressemble. Alors, quand un appartement terrasse dans un immeuble de luxe a été mis en vente pour 2,6 millions d'euros, je l'ai acheté. Ma famille l'a découvert lorsque ma mère a mentionné qu'elle était passée devant mon ancien immeuble et qu'elle avait vu que ma voiture n'était pas là. Oh, j'ai déménagé, ai-je dit nonchalamment au dîner du dimanche. Où ça? A demandé Juliette. Je leur ai donné l'adresse. La fourchette de mon père s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Cet immeuble? Celui avec le portier et la terrasse sur le toit. C'est bien celui-là. Combien coûte le loyer là-bas? Je ne loue pas. J'ai acheté. Silence. Tu as acheté un appartement? Demanda ma mère avec précaution. Dans cet immeuble? L'appartement terrasse, en fait. Plus de silence. Puis mon père a ri. Pas un rire joyeux. Un rire froid et incrédule. Avec quel argent, Sophie? Ton salaire d'analyste? Je gère mes finances avec soin, ai-je répondu. Avec soin. Il a posé sa fourchette. Cet immeuble a des appartements qui se vendent à plus de 1,8 million d'euros. Tu es en train de me dire que tu as acheté l'appartement terrasse avec un salaire d'analyste de données. J'ai d'autres sources de revenus. Quelles sources de revenus? Des investissements, du travail de conseil. Mon frère, Marc, s'est penché en avant. Il était devenu avocat plaidant, exactement comme papa le voulait. Sophie, sois honnête avec nous. As-tu des ennuis? Est-ce que quelqu'un te donne de l'argent? Personne ne me donne d'argent. Je l'ai gagné. Le visage de mon père s'est assombri. Tu mens. Ou tu es impliqué dans quelque chose d'illégal. Personne ne passe de 55 000 ou 65 000 euros à l'achat de propriétés de plusieurs millions d'euros sans qu'il y ait quelque chose de louche. Mon salaire n'est pas de 65 000 euros. Il ne l'a pas été depuis des années. Alors, c'est combien? J'aurais dû tout leur dire à ce moment-là. J'aurais dû leur expliquer les actions, la start-up, la société d'investissement. Mais ce vieil instinct a refait surface, celui qui disait que l'information était une munition. Assez, ai-je simplement dit, et je suis parti. 6 mois plus tard, j'ai acheté l'Aston Martin. Je n'avais pas besoin d'une Aston Martin, mon Audi fonctionnait parfaitement. Mais je venais de conclure une affaire qui avait rapporté 7,4 millions d'euros d'honoraires à ma société d'investissement. Et je voulais quelque chose de beau, quelque chose qui me fasse sourire quand je le voyais dans mon garage. J'ai donc acheté une Aston Martin DB11 bleu nuit pour 220 000 euros. Je ne l'ai pas dit à ma famille, mais bien sûr, ils l'ont découvert. Juliette m'a vu la conduire et a immédiatement envoyé un texto au groupe de discussion familiale. En moins d'1 heure, mon téléphone sonnait. C'était mon père. Nous devons parler, a-t-il dit. Demain, à mon bureau. C'est allé assez loin. Le lendemain, j'étais assise dans la salle de conférence de mon père. Il était là. Marc était là. Même Juliette avait pris un jour de congé de l'hôpital pour être présente. Sophie, comment ça mon père,
la voix sévère. Nous sommes inquiets. Très inquiets. Au cours des 2 dernières années, tu as acheté un appartement terrasse de 2,6 millions d'euros et une voiture de 220 000 euros. Tu voyages à l'étranger. Tu portes des vêtements de marque, tout en prétendant travailler comme analyste de données. Je ne fais pas que travailler comme analyste de données. Je possède une société d'investissement. Nous avons fait des recherches sur ta prétendue société d'investissement, interrompit Marc. Il n'y a pratiquement aucune présence en ligne. Pas de clients importants que nous puissions trouver. Rien qui ne puisse générer les revenus que tu affiches. Vous avez enquêté sur moi. Nous essayons de te protéger, a dit ma mère. Si tu es impliqué dans quelque chose d'illégal, nous pouvons t'aider, mais tu dois être honnête avec nous. Je les ai regardés fixement. Je ne suis impliqué dans rien d'illégal. Alors prouve-le, a dit mon père. Montre-nous tes déclarations de revenus, tes relevés bancaires. Explique d'où vient cet argent. Non. Non. Le visage de mon père a rougi. Tu refuses de fournir des preuves. Je refuse de justifier ma vie auprès de vous. J'ai 32 ans. Mes finances sont mes affaires. Mon père s'est levé. Alors tu ne me laisses pas le choix. Si tu ne veux pas t'expliquer volontairement, je ferai en sorte que les tribunaux t'obligent à le faire. Tu vas me poursuivre en justice? Je vais déposer une plainte pour fraude financière et demander un audit jury comptable complet de tes avoirs. Si tu n'as rien à cacher, l'audit te disculpera. Si tu es engagé dans une activité illégale, elle sera exposée. Je me suis levé aussi. Fais ce que tu estimes devoir faire. Je suis sorti de son bureau ce jour-là en sachant que ça allait devenir moche, mais je n'étais pas préparé à quel point. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une assignation. Mon père, par l'intermédiaire de son avocat, Richard Moreau du cabinet Moreau et Associés, déposait une plainte civile alléguant que j'étais engagé dans une fraude financière, du blanchiment d'argent, des revenus non déclarés, de l'évasion fiscale et une implication potentielle dans le crime organisé. Il demandait un gel immédiat de tous mes avoirs, un audit jury comptable complet de mes finances remontant à 10 ans, et une saisine pour enquête pénale. La plainte faisait 47 pages. Elle détaillait chaque achat que j'avais fait, chaque voyage que j'avais entrepris, chaque élément de preuve qu'ils avaient rassemblé montrant que je vivais au-dessus de mes moyens. C'était approfondi. C'était accablant. Et c'était complètement faux. J'ai appelé mon avocat, David Chénier. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs transactions commerciales. Il a examiné la plainte et a sifflé à voix basse. Sophie, c'est agressif. Ton père y va vraiment fort. Peuvent-ils vraiment geler mes avoirs? Ils le demanderont. Que le juge l'accorde ou non dépend de la conviction de leur argument. Et honnêtement, sur le papier, sans contexte, ça a l'air mauvais. Une analyste de données vivant comme une multimillionnaire soulève des questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous fournissons le contexte. Tout le contexte. Les déclarations de revenus, les documents de constitution de société, les contrats clients, les relevés de participation, tout ce qui prouve que tes revenus sont légitimes. Combien de temps cela prendra-t-il à rassembler? 1 semaine. Pour le présenter au tribunal, cela dépend de la rapidité avec laquelle nous pouvons obtenir une audience. L'audience a été fixée 3 semaines plus tard. Pendant ces 3 semaines, j'ai observé l'équipe juridique de mon père travailler. Ils étaient bons. Moreau et Associés n'étaient pas devenus l'un des meilleurs cabinets de contentieux du pays en étant négligents. Ils ont déposé requête sur requête. Ils ont assigné les banques. Ils ont contacté mon employeur, et ils ont rendu l'affaire très publique. D'une manière ou d'une autre, le journal des affaires locales a eu vent de l'affaire. Ils ont publié un article, un éminent promoteur immobilier s'interroge sur la richesse mystérieuse de sa fille. Mon téléphone a explosé de messages d'anciens camarades de classe, de contacts professionnels et de clients demandant si tout allait bien. J'ai gardé le silence. J'ai continué à travailler. J'ai préparé ma défense. Et j'ai passé un coup de fil. David, ai-je dit à mon avocat, j'ai besoin que tu sortes nos dossiers de contrat avec le cabinet Moreau et Associés. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le point de découvrir qui a été leur investisseur anonyme au cours des 3 dernières années. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Salle d'audience civile, division 3,
présidée par la juge Isabelle Lambert. Mon père était assis à la table du demandeur avec Richard Moreau et 2 avocats collaborateurs. J'étais assise à la table du défendeur avec David Chénier. La galerie comptait peut-être 20 personnes, ma mère, Marc, Juliette, quelques associés de mon père et un journaliste du Journal des Affaires. La juge Lambert a ouvert la séance. Nous sommes ici pour l'affaire Dubois contre Dubois, a-t-elle commencé. Maître Moreau, vous pouvez présenter votre argumentation liminaire. Richard Moreau s'est levé. Il avait la cinquantaine, les cheveux argentés, avec le genre de présence imposante qui lui avait fait gagner des centaines d'affaires. Il était cher. Il était bon. Et il était actuellement payé avec l'argent de mon entreprise. Votre honneur, commença Moreau, il s'agit d'un cas simple de fraude financière. La défenderesse, Sophie Dubois, prétend gagner environ 185 000 € par an en tant qu'analyste de données. Pourtant, au cours des 2 dernières années seulement, elle a acheté un bien immobilier d'une valeur de 2,6 millions d'euros, un véhicule d'une valeur de 220 000 €, et a maintenu un style de vie qui inclut des voyages internationaux, des articles de luxe et des hébergements haut de gamme. Il s'est approché de l'estrade du juge. La défenderesse a refusé les demandes répétées de sa famille d'expliquer ses achats. Elle a refusé de fournir toute documentation sur des sources de revenus légitimes et, de manière plus révélatrice, elle n'a aucun moyen visible de générer une richesse à ce niveau. Il s'est tourné pour me regarder. Le demandeur n'est pas ici pour nuire à sa fille. Il est ici pour la protéger et pour protéger l'intégrité de nos systèmes financiers. Si Madame Dubois est engagée dans du blanchiment d'argent ou d'autres activités financières illégales, cela doit être exposé. Moreau a sorti un graphique. Votre honneur, je voudrais soumettre la pièce à conviction A. Il s'agit d'un décompte détaillé des dépenses connues de Madame Dubois au cours des 3 dernières années, totalisant plus de 3,9 millions d'euros. Comparé à son revenu déclaré d'environ 185 000 € par an, l'écart est évident et alarmant. La juge Lambert a étudié le graphique. Mademoiselle Dubois, contestez-vous ces chiffres? Je me suis levé. Non, votre honneur, ces dépenses sont exactes. Et votre revenu annuel est de 185 000 €. Non, votre honneur. Mon salaire de mon employeur principal est de 185 000 €. Mon revenu total est nettement plus élevé. De combien? David Chénier s'est levé. Votre honneur, si je peux me permettre, la défense aimerait présenter nos preuves maintenant plutôt que d'attendre la réfutation. Moreau s'y est opposé. Votre honneur, c'est irrégulier. La défense devrait attendre. Je l'autorise, a dit la juge Lambert. Maître Chénier, procédez. David s'est dirigé vers notre table et a pris un dossier. Votre honneur, je voudrais soumettre les pièces à conviction 1 à 23. Ce sont les déclarations de revenus complètes de Madame Dubois pour les 10 dernières années, montrant toutes les sources de revenus. Il a remis des copies à la jugée à la table de Moreau. J'ai observé le visage de Moreau alors qu'il parcourait la première page. Ses sourcils se sont haussés. Comme vous pouvez le voir, a poursuivi David, le revenu total de Madame Dubois pour la dernière année fiscale était de 4,3 millions d'euros. L'année précédente, 3,6 millions d'euros. Tous les revenus sont correctement déclarés. Tous les impôts sont dûment payés. La juge Lambert a levé les yeux de ces déclarations de revenus. Maître Moreau, ces documents semblent être des déclarations légitimes de l'administration fiscale. Moreau parcourait toujours les pages. Votre honneur, nous aurons besoin de temps pour vérifier. Elles sont vérifiées, a interrompu David. La pièce à conviction 24 est une lettre du comptable de Madame Dubois, un associé du cabinet Lefebvre et Associés, l'un des cabinets comptables les plus respectés du pays. La pièce à conviction 25 est une lettre du fisc confirmant qu'il n'y a pas d'audit ou d'enquête en cours. Mon père s'est penché pour chuchoter d'urgence à Moreau. Moreau a hoché la tête et s'est relevé. Votre honneur, même si ces déclarations de revenus sont légitimes, la question demeure, d'où proviennent ces revenus? Que fait réellement Mademoiselle Dubois pour générer des millions d'euros? Excellente question, a dit David. La pièce à conviction 26 et les documents de constitution de Dubois Stratégie d'investissement SARL, une société de conseil en investissement enregistrée, fondée par Madame Dubois en 2019. La pièce à conviction 27 montre l'enregistrement de la société auprès de l'AMF. La pièce à conviction 28 est une liste des clients actuels, caviardés pour des raisons de confidentialité,
mais avec un total d'actifs sous gestion de 315 millions d'euros. Le visage de Moreau devenait rouge. Votre honneur, voici la pièce à conviction 29, a poursuivi David, sa voix prenant de l'ampleur. Il s'agit de la documentation de la participation de Madame Dubois dans Solutions Juridiques Avancées, une entreprise de technologie juridique. Elle détient 30% du capital d'une entreprise actuellement évaluée à 165 millions d'euros. Il a sorti un autre document. La pièce à conviction 30 est particulièrement pertinente. Il s'agit du contrat cadre de service entre SJA et le cabinet Moreau et Associés. Signé il y a 3 ans. Valeur annuelle du contrat, 3,9 millions d'euros. Un silence de mort s'est installé dans la salle d'audience. Le visage de Moreau a perdu toute couleur. Il a arraché le document des mains de David. C'est nous ne savons pas. Vous ne savez pas qui sont les investisseurs de Solutions Juridiques Avancées, a demandé David. C'est parce qu'ils ont demandé l'anonymat. Mais Madame Dubois, en tant que détentrice de 30% des parts et membre du conseil d'administration, peut lever cet anonymat pour elle-même. Il s'est tourné vers mon père. Monsieur Dubois, le cabinet de votre avocat verse 3,9 millions d'euros par an à une entreprise dont votre fille détient 30%. Elle gagne plus d'1 million d'euros par an rien qu'avec les paiements de votre avocat. Le visage de mon père est devenu blanc. Il s'est tourné vers Moreau. Richard, est-ce vrai? Moreau faisait frénétiquement défiler son téléphone. Nous utilisons SJA, oui. Mais je ne savais pas. Les investisseurs étaient anonymes. Nous n'avons jamais. Son téléphone a commencé à vibrer. Il a regardé l'écran. Son visage est passé du rouge au blanc pâle. Votre honneur, a dit David calmement, je crois que Maître Moreau est en train de recevoir une notification l'informant que le plus gros investisseur de SJA vient de retirer son capital du compte de son cabinet. Moreau m'a vraiment regardé pour la première fois de la journée. Vous n'avez pas fait ça. J'ai souri poliment. J'ai envoyé un texto à mon gestionnaire de fonds il y a 20 minutes. Le cabinet Moreau et Associés était l'un des 15 investissements détenus par mon fonds privé. Il y a 10 minutes, nous avons retiré la totalité des 3,9 millions d'euros de capital investi des comptes d'exploitation de votre cabinet. Vous ne pouvez pas faire ça, a dit Moreau, la voix s'élevant. Nous avons des contrats, des accords. J'ai une discrétion totale sur les investissements de mon fonds, ai-je répondu. Et je préfère ne pas faire affaire avec des organisations qui m'accusent de crimes financiers. La juge Lambert a frappé de son marteau. Silence. Maître Moreau, calmez-vous. Mais Moreau n'écoutait pas. Son téléphone explosait de messages. Texto après texto. Ses avocats collaborateurs vérifiaient également leur téléphone, leur visage pâlissant. Mon père s'est levé. Sophie, qu'as-tu fait? J'ai exercé mes droits en tant qu'investisseur, papa. De la même manière que tu as exercé tes droits de poursuivre ta propre fille pour fraude. David s'est adressé à la juge. Votre honneur, je pense qu'il est clair que la fortune de Madame Dubois est entièrement légitime. C'est une entrepreneuse et une investisseuse prospère. Tout est correctement documenté, correctement imposé et complètement légal. Nous demandons le rejet immédiat de toutes les accusations et requérons des sanctions contre le demandeur pour avoir intenté une action en justice frivole. La juge Lambert examinait les pièces à conviction, son expression indéchiffrable. Mademoiselle Dubois, pourquoi n'avez-vous pas simplement expliqué cela à votre famille lorsqu'ils vous l'ont demandé pour la première fois? Je me suis levé. Votre honneur, j'ai essayé plusieurs fois au fil des ans, mais ma famille avait déjà décidé qui j'étais, la sous-performante, la déception, celle qui n'était pas assez ambitieuse. Quand j'ai essayé de leur parler de mon travail, cela ne les intéressait pas. Quand j'ai essayé d'expliquer mon succès, ils ont supposé que je mentais ou que j'exagérais. J'ai regardé mon père. Alors, j'ai arrêté d'essayer. J'ai construit ma vie discrètement. Je ne pensais pas devoir à quiconque, y compris ma famille, l'accès à mes dossiers financiers juste pour prouver que je n'étais pas une criminelle. La juge a hoché lentement la tête. Maître Moreau, avez-vous une réponse aux preuves de la défense? Moreau regardait toujours son téléphone. 3 autres collaborateurs s'étaient précipités dans la salle d'audience et lui chuchotaient de manière urgente. D'après ce que j'ai pu entendre, le retrait de 3,9 millions d'euros avait déclenché une sorte de crise opérationnelle au sein du cabinet. Votre honneur, dit Moreau faiblement,
Nous pourrions avoir besoin de demander un ajournement. Cette nouvelle information nécessite un examen. Refusé, a dit fermement la juge Lambert. Vous aviez 3 semaines pour mener une diligence raisonnable avant d'intenter cette action en justice. Les preuves présentées par la défense sont complètes et convaincantes. Elle a regardé mon père. Monsieur Dubois, avez-vous tenté de vérifier les revenus de votre fille avant d'intenter cette action? Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a refusé de nous montrer ses déclarations de revenus. C'est une adulte de 32 ans. Elle n'a aucune obligation légale de partager ses informations financières avec vous. La voix de la juge Lambert était froide. Vous avez accusé votre fille de crimes graves, fraude, blanchiment d'argent, implication dans le crime organisé en vous basant uniquement sur le fait qu'elle a plus de succès que vous ne le pensiez possible. Elle a brassé les pièces à conviction. La requête en rejet est accordée. Toutes les accusations sont rejetées avec préjudice. De plus, j'ordonne au demandeur de payer les frais de justice de la défenderesse pour un montant de. Maître Chénier, quels sont vos honoraires? 41 000 € à ce jour, votre honneur. Le demandeur paiera 41 000 € de frais de justice à la défenderesse dans un délai de 30 jours. Elle a frappé de son marteau. L'affaire est close. Et monsieur Dubois, je vous suggère d'avoir une très longue conversation avec votre fille, une conversation où vous écoutez vraiment. La salle d'audience s'est vidée rapidement. Mon père a tenté de m'approcher, mais je suis passé devant lui sans un mot. Moreau était entouré de ses collaborateurs, tous frénétiquement occupés sur leur téléphone. Dehors, au palais de justice, David a posé une main sur mon épaule. C'était l'un des moments les plus satisfaisants de ma carrière. Merci pour l'excellent travail. Que va-t-il se passer maintenant avec Moreau et associés? Je veux dire, ce retrait va leur faire mal. C'est leur problème à résoudre, ai-je répondu. Ils ont accepté une affaire contre moi sans faire de diligence raisonnable de base. Ils auraient dû vérifier qui étaient les investisseurs de leurs propres fournisseurs. Mon téléphone a sonné. C'était Jacques Fournier, mon cofondateur chez SJA. Sophie, que diable s'est-il passé? Moreau et associés convoquent des réunions d'urgence. Ils disent qu'ils doivent renégocier notre contrat. Ils peuvent renégocier avec quelqu'un d'autre. Rédige les documents de résiliation de leur contrat de service. Préavis de 90 jours conformément au contrat. Tu es sûr? C'est l'un de nos plus gros clients. J'en suis sûr. Et Jacques? Envoie une note interne à tous nos clients cabinets d'avocats. Explique que nous maintenons des normes éthiques strictes et que nous ne travaillons pas avec des cabinets qui intentent des actions en justice frivoles. Ne mentionne pas Moreau et associés par leur nom, mais fais bien comprendre ce qui s'est passé. Ça va envoyer un message. Bien. C'est le but. J'ai raccroché et j'ai trouvé Juliette qui attendait près de ma voiture. Sophie, a-t-elle dit doucement. Je suis désolé. Nous aurions dû te croire. Oui, vous auriez dû. Papa était juste inquiet. Papa était embarrassé, ai-je corrigé. Il était embarrassé que son enfant le moins aimé se révèle être plus prospère qu'il ne pouvait l'imaginer. Alors au lieu d'être fier, il a décidé que je devais être une criminelle. Les yeux de Juliette se sont remplis de larmes. Ce n'est pas juste. Ah non, ai-je demandé. Il m'a poursuivi en justice, Juliette. Il a tenté de geler mes avoirs. Il a dit à un juge que j'étais impliqué dans le crime organisé. Tout ça parce qu'il ne pouvait pas accepter que j'ai construit quelque chose de réel. Il t'aime. Il aime l'idée de moi qu'il a créée dans sa tête. Il n'a jamais pris la peine de connaître la vraie moi. J'ai déverrouillé ma voiture. Je dois y aller. Viendras-tu au dîner du dimanche? Non. J'en ai fini, Juliette. Avec les dîners, avec le jugement, avec le fait de prétendre que cette famille fonctionne sur autre chose que la compétition et la critique. Je vous ai tous donné des chances de me connaître. Vous n'étiez pas intéressés. Maintenant, il est trop tard. Je suis parti en voiture sans regarder en arrière. 3 jours après l'audience, j'ai reçu un courriel du cabinet Moreau et Associés. Ils résiliaient officiellement leur contrat avec SJA et se retiraient de toutes les affaires en cours qui pourraient créer un conflit d'intérêts avec les investisseurs de leur cabinet. En d'autres termes, ils venaient de perdre leur outil juridique le plus puissant et potentiellement des dizaines d'affaires parce qu'ils m'avaient poursuivi sans faire leur devoir.
Une semaine plus tard, Moreau lui-même m'a appelé. Mademoiselle Dubois, je vous appelle pour m'excuser. J'aurais dû mener une diligence raisonnable appropriée avant d'accepter le cas de votre père. C'était un grave oubli. Oui, en effet. J'espère que nous pourrons résoudre cette situation. Peut-être que SJA envisagerait de rétablir notre contrat. Non. Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît. Notre cabinet utilise votre plateforme depuis 3 ans. Elle est essentielle à nos opérations. Nous avons des centaines de cas actifs qui reposent sur vos outils d'analyse par intelligence artificielle. Vous auriez dû y penser avant de vous tenir dans une salle d'audience et de m'accuser de blanchiment d'argent. Je représentais mon client. Vous représentiez mal votre client. Un avocat compétent aurait vérifié les faits avant d'intenter une action en justice accusant quelqu'un de multiples crimes. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait confiance aux hypothèses biaisées de votre client plutôt qu'à une recherche élémentaire. J'ai fait une pause. Je ne suis pas intéressé à faire des affaires avec votre cabinet, maître Moreau. Au revoir. J'ai raccroché. 2 semaines après l'audience, ma mère a appelé. Sophie, ton père veut s'excuser. Alors il peut m'appeler lui-même. Il est embarrassé. Il a fait une erreur. Il m'a poursuivi en justice, maman. Il n'a pas seulement fait une erreur. Il a tenté de détruire ma réputation et mon entreprise parce que son ego ne pouvait pas supporter le fait que j'ai réussi sans son approbation. C'est ton père. Et je suis sa fille. La fille qu'il a qualifiée de potentiel gâché. La fille qu'il a ignorée pendant une décennie. La fille qu'il a accusée d'être une criminelle plutôt que d'admettre qu'il avait tort à mon sujet. Ma mère est restée silencieuse un long moment. Que pouvons-nous faire? Rien. Il n'y a rien à faire. C'est ce que nous sommes, maman. C'est ce que nous avons toujours été. J'ai juste finalement arrêté de faire semblant. 6 mois plus tard, je suis assise dans mon bureau au dernier étage. La vue donne sur la ville, et à travers les baies vitrées, je peux voir jusqu'à la Seine. SJA a signé 3 nouveaux clients majeurs pour remplacer Moreau et Associés. Notre évaluation a augmenté à 220 millions d'euros. Ma valeur nette personnelle a dépassé les 23 millions d'euros. Ma société d'investissement gère 440 millions d'euros d'actifs. J'ai été invité à prendre la parole à 4 conférences internationales cette année. Le magazine Challenge a fait un portrait de moi intitulé « La mathématicienne qui a révolutionné la technologie juridique ». J'ai encadré cet article et l'ai accroché dans mon bureau. Non pas parce que j'ai besoin de validation, mais parce que c'est un rappel que je n'ai jamais été la personne que ma famille pensait que j'étais. Je n'ai jamais été la déception, la sous-performante, celle qui avait besoin de leur approbation ou de leur compréhension. J'ai toujours été exactement qui je suis maintenant. Ils n'ont simplement jamais pris la peine de regarder. Mon père n'a jamais appelé pour s'excuser. Nous ne nous sommes pas parlé depuis le palais de justice. Marc a envoyé un courriel demandant si nous pouvions passer à autre chose. Je n'ai pas répondu. Juliette envoie des textos de temps en temps, mais je garde mes réponses brèves et polies. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Mais ce n'est pas grave, car j'ai construit mes propres fondations. J'ai des partenaires commerciaux qui me respectent, des clients qui m'apprécient, des amis qui me connaissent, une famille choisie qui voit qui je suis réellement, pas qui ils ont besoin que je sois. La semaine dernière, j'ai reçu un courriel d'une jeune femme qui avait lu l'article de Challenge. Elle avait 22 ans, venait d'obtenir son diplôme en mathématiques, et sa famille la pressait de faire des études de médecine. « Je ne veux pas être médecin », a-t-elle écrit. « Je veux construire des algorithmes, mais tout le monde dit qu'il n'y a pas d'argent en mathématiques pures, pas d'avenir. » Puis j'ai lu votre histoire. Pouvez-vous me dire comment vous avez fait? Je lui ai répondu immédiatement. Je lui ai dit la vérité, que ce n'était pas facile, que sa famille pourrait ne pas comprendre, qu'elle ferait face au doute et au mépris de personnes incapables de voir au-delà de leurs propres attentes limitées. Mais je lui ai aussi dit qu'elle pouvait le faire, que les mathématiques pures pouvaient lui ouvrir des portes dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Que le succès ne consistait pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre, il s'agissait de construire quelque chose de réel pour soi-même. Les gens qui comptent, ai-je écrit, finiront par comprendre. Et ceux qui ne le font pas, ils n'allaient de toute façon jamais faire partie de votre véritable histoire. J'ai envoyé le courriel et j'ai regardé la vue sur ma ville.
Mon père pensait protéger la famille en exposant ma fraude. Au lieu de cela, il a exposé la vérité, que je les avais dépassés depuis des années et que je réussissais sans eux depuis tout ce temps. Ce n'est pas la fin qu'il voulait, mais c'est la fin que j'ai méritée. Et honnêtement, c'est la fin que je préfère. Je ne cachais pas mon succès. J'observais, j'attendais de voir qui croirait en moi sans preuve, qui me soutiendrait sans documentation, qui choisirait de me connaître plutôt que de me juger. Ma famille a échoué à ce test, mais je n'avais pas besoin qu'ils le réussissent. Je n'en ai jamais eu besoin. J'ai bâti mon empire de mes propres mains, avec mon propre esprit, ma propre détermination implacable. Et maintenant, je suis assise dans mon bureau au dernier étage, gérant des centaines de millions d'euros, révolutionnant une industrie, et vivant enfin, exactement la vie que j'ai conçue. Pas la vie qu'ils imaginaient pour moi, la vie que j'ai choisie pour moi-même. Et cela vaut plus que leur approbation n'aurait jamais pu l'être.